massive à ce forum pour le bien des Congolais. Les FARDC ont fait preuve de bravoure. 11 éléments Maïmaï tués et d'autres capturés. C'est le bilan des affrontements ce mardi entre FARDC et Maïmaï en localité de Biakate, en chefferie Babila Babombi en province de l'Ituri. Bilan livré par l'armée 48 heures après cette attaque. Le Premier ministre devant la barre ce mercredi au Palais du Peuple, Augustin Matata Ponyo y était pour répondre à la question orale lui adressée avec débat par le député Crispin Bindoulé sur l'exécution du programme gouvernemental entre 2012 et 2016. Le point sur l'actualité, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Contrôle parlementaire ce mercredi à l'Assemblée nationale. Augustin Matata Ponyo était devant les élus, était venu répondre à la question orale avec débat lui adressé par le député national Crispin Bindoulé sur le niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement entre 2012 et 2016. Matata Ponyo a répondu sur 3 axes, le niveau d'exécution, les obstacles rencontrés et les perspectives. S'agissant du niveau d'exécution, plusieurs actions ont été réalisées dans les domaines de réformes institutionnelles, de l'amélioration du cadre macroéconomique. Pour ne citer que cela, je propose de suivre les réactions recueillies par Alain Boma. Ce qui était attendu n'est pas réalisé. Donc nous pensons qu'il devait avoir le courage de trouver que vraiment ce n'est pas le résultat attendu par les pouvoirs. Aujourd'hui, il y a plus de peine à l'entendre que de joie. Vous savez, lorsqu'on a un programme du gouvernement, c'est pour la bonne marche de la République. C'est pour le bien-être de nos différentes populations. Et donc, la meilleure question qu'il faut se poser, est-ce que le programme tel qu'il est appliqué aura des conséquences positives ou a des conséquences positives ou négatives, a des répercussions au sein de nos différentes populations. Et il y a plusieurs paramètres qui ont tendance. Je ne vous dirai pas que tout est noir, mais je ne vous dirai pas non plus que tout est positif. Il y a des mots qu'il faudrait soigner le plus rapidement possible. Des wagons aussi qui viennent d'être commandés. Et dans le domaine fluvial, le bateau Kokolo a été ressuscité. Il y a un autre bateau qui vient d'être ressuscité. Et juste avant cette plénière, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation du Forum des commissions électorales des pays membres de la SADC, conduite par le président de la commission électorale du Lesotho. Cette délégation, accompagnée du président de la CENI, était allée auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement pour aborder des questions liées au processus électoral. Il a également présenté les problèmes d'une manière telle qui en fait nous a ouvert les yeux pour mieux voir la situation réelle de ce pays. Nous sommes venus à comprendre à travers le président de l'Assemblée nationale, comprendre un des problèmes majeurs auxquels le pays est confronté, un problème d'ordre logistique, en dépit de bien d'autres problèmes qui sont liés à la taille de ce pays. Un pays également qui ressort d'une longue période de guerre civile. Le président de la CENI du Lesotho a rencontré aussi la commission de l'éducation civique et électorale et c'était au siège de l'Éduciel. Cette composante des acteurs de la société civile ont prêté une oreille attentive au sujet de ces préoccupations qui nécessitent aussi un appui extérieur. On écoute Ferdinand Kapanga, coordonnateur adjoint de l'Éduciel, qui s'explique au micro de Bibi Chungoua. Nous avons présenté Éduciel, sa mission, sa vision, ses objectifs ainsi que ses perspectives d'avenir. Éduciel est un cadre qui a été mis en place pour rassembler toutes les organisations qui sont impliquées dans l'éducation civique et électorale de la population. C'est un grand travail qui demande des appuis extérieurs. Le chemin avait été balisé par le vice-président de la CENI qui a d'abord présenté l'Éduciel et nous avons présenté nos difficultés. C'est une jeune organisation qui se recherche, qui a besoin
d'un partenariat sud-sud, sans oublier les partenariats nord-sud. Donc nous avons rencontré une oreille très attentive du président du forum de commission électorale de la SADC. Donc il a promis, une fois arrivé à Lesotho, là où se trouvent les sièges, de communiquer les besoins, les difficultés de notre jeune organisation. Et c'est désormais au niveau de la Cour constitutionnelle que se trouve l'épicentre de la pression politique sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. La majorité présidentielle, au cours de son point de presse, a approuvé la requête adressée à la Cour constitutionnelle par plus de 300 députés, dont une cinquantaine de l'opposition. Un autre point soulevé était celui des affrontements entre la population et les policiers dans la ville de Kolwezi. Il ne peut donc pas paraître étrange ni même étonnant que des députés en nombre impressionnant saisissent ce lundi 18 avril 2016 la Cour constitutionnelle, non seulement pour éclairer et conforter leur religion, mais surtout pour fixer l'opinion nationale et internationale sur la portée et le sens réel de l'article 70 en corrélation avec d'autres dispositions concernant les mandats du chef de l'État, des sénateurs, des gouverneurs, des députés provinciaux, dans le but de mettre définitivement fin au débat surréaliste et malveillant qu'entretiennent certains acteurs politiques. Il est intéressant de noter, à propos de cette requête, ou plus exactement de ce recours, qu'au lieu d'une cinquantaine de signatures exigées, les pétitionnaires ont réuni au moins 6 fois plus, toutes tendances politiques confondues, y compris les députés de l'opposition. Ce nombre qui a été limité pour ne pas inutilement encombrer la Cour constitutionnelle au-delà du nécessaire donne la juste mesure du sentiment d'agacement des députés de l'Assemblée nationale envers ceux qui s'érigent indûment, à tort et à raison, en toutes circonstances, en juge de constitutionnalité, ce qui est contraire aux valeurs républicaines. La majorité présidentielle saisit cette occasion pour déplorer ces pratiques dont sont victimes les citoyens innocents et pour saluer la maturité des habitants de Kolwezi qui ont présenté de façon responsable leurs doléances au gouverneur arrivé le jour même dans la ville et sur les lieux du drame. Afin de rétablir promptement la confiance entre les forces de l'ordre et la population, le gouverneur de Lualaba, en concertation avec le général Bisengimana, a pris une série de mesures urgentes à la satisfaction de la population. Toujours en politique, organisation et fonctionnement des partis politiques, un sujet qui mérite une analyse profonde. Des conflits autour des dénominations se multiplient. L'UNAFEC s'inscrit aussi sur la liste avec 2 tendances à majorité présidentielle et G7 qui s'empoignent. Polémique avec tentative d'empoignade autour de la dénomination UNAFEC, ce parti politique qui se dispute la MP et le G7. 2 tendances qui s'en réclament la paternité sous une même thèse. Il existe un seul parti UNAFEC. Pour ceux qui ont basculé au G7, seule la formation politique dirigée par l'un des fondateurs, en l'occurrence Gabriel Kyungwa-Kumwanza, a droit de citer, soutient les députés Ngoyi Wesley. Il y a un seul parti dénommé UNAFEC, dirigé de maître par Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Ce que vous voyez, ces deux là, ce sont des recrues. Il y en a qui n'ont qu'une année au sein du parti. Alors, lorsque vous retrouvez dans un parti créé par des gens, on va venir chercher ceux qui ont créé le parti. Vous qui êtes recrutés, vous vous installez. Là, c'est dans quel pays cela peut se passer. Je sais que c'est le ministre de Charles qui avait créé cette confusion. C'est que l'UNAFEC est entré au G7, c'est ça le début de la liste. Toutes les années, vous savez que l'UNAFEC, le président, c'est Kyungwa-Kumwanza, et que c'est lui qui est à la fois parmi les cofondateurs, et tous ces gens-là sont recrutés par lui. En commençant par celui qu'on appelle le président, nous avons pris congé de la majorité. Parce que quand il a créé le monde, il ne nous a pas créé à la majorité.
l'INAFEC, c'est un parti politique très privé. La politique étant dynamique, nous avons évolué avec la politique, nous avons quitté la majorité. Nous avons annoncé, il y a des gestes. Du côté de la MP, ceux qui ont traversé pour l'opposition dans le rang du G7 ne sont plus membres de l'UNAFEC, affirme Clément Moufoundji. Il y a eu l'UNAFEC majorité qui a occupé le siège de Kinshasa. Bon, de cette occupation, les gens de Lubumbashi, notamment les gens de G7, pour se venger, ils sont allés vandaliser la maison d'un combattant de l'UNAFEC majorité à la commune Kenya. Alors, il y a eu aussi les combattants de l'UNAFEC, vrai UNAFEC, présidé par l'honorable Léo. Ces gens là-bas se sont plaints. On vit les policiers. Alors les policiers ont mis la main sur quelques incivils, notamment les gens des G7. Et le siège de l'UNAFEC au niveau de la commune Kenya est occupé par les policiers suite à ces troubles là-bas. C'est qu'il faut noter que ces gens-là, ils sont là tout simplement pour créer des troubles. Même en Colombie, nous avons la même situation. D'ailleurs, d'ici peu, je vais poser la question au gouverneur pour qu'il libère ça, puisque c'est moi qui suis le président provincial au niveau de l'ONABA. L'existence de partis politiques à dénomination commune soulève un problème de lecture des statuts. Bouclons cette page politique avec le point de presse de la MONUSCO. Dialogue national, comité préparatoire à la position de la MONUSCO par rapport à la tenue de ce forum, mais aussi les préparatifs de la célébration de la journée mondiale du paludisme ont constitué les grands sujets évoqués lors de cette traditionnelle conférence de presse. Christian Elongo. La journée mondiale du paludisme sera célébrée le 25 avril prochain. Pour éclairer la situation en RDC, les responsables de l'unité paludisme au bureau de l'OMS en RDC étaient l'invité spécial de la conférence des presse hebdomadaire de ce mercredi. Le paludisme reste en tête des causes de consultation, d'hospitalisation et de décès. Les pays paient encore un lourd tribut. Chaque heure, quelque part en RDC, au moins 3 familles sont endeuillées à cause de cette maladie. Si vous prenez les statistiques mondiales, la République du Congo et le Nigeria, c'est 40% du poids mondial en matière de paludisme. Vous imaginez? Donc l'OMS considère qu'il faut mettre l'accent là où il y a le problème. Et c'est pour ça que la République démocratique du Congo est très regardée par l'OMS et l'OMS est en train de mettre tous les moyens pour aider le pays à lutter contre ce fléau. Et si vous avez un cas de paludisme qui commence, on vous diagnostique votre paludisme confirmé, ne vous créez pas des problèmes inutiles. Prenez ces combinaisons dont je viens de vous parler tout à l'heure. Vous avez la combinaison artéméter-lumefantrine et vous avez la combinaison artésunate-amodiaquine. Et ce sont des molécules efficaces que nous, OMS, on suit chaque année. On a des sites à l'intérieur du pays où on teste ces molécules régulièrement pour mesurer l'efficacité de ces produits. Et je peux vous confirmer que les résultats que nous avons chaque année montre bien que ces molécules sont très efficaces au niveau de la République démocratique du Congo. Autre sujet évoqué au cours de cette conférence de presse hebdomadaire, les dialogues et les comités préparatoires qui tardent à venir. Pour la MONUSCO, les dialogues restent la seule voie pour sortir les pays de la crise de la démocratie actuelle afin d'organiser les élections dans un climat apaisé. Il est bien attendu que la mission onusienne en RDC reste suspendue aux priorités intéressant les peuples congolais. Dans un autre registre, la mine d'or de Kibali Gold Mine en RDC est placée en tête du portefeuille des activités du rang Gold en 2015. Elle dépasse ainsi sa cible de 7% attendue. Cette production sans précédent a été saluée lors de l'évaluation trimestrielle. Cette réalisation est importante pour la RDC, un pays riche qui devrait profiter de ses ressources. Toutefois, Kibali Gold Mine reconnaît être en chantier et entend affronter ces défis. Julie Sefou. Les performances en termes de production et business plan pour 2016 ainsi que les défis, autant de points évoqués à Kibali Gold Mining lors du trimestre achevé le 31 mars dernier. Toutefois, la remarquable réussite de l'activité d'exploitation entreprise depuis 2 ans traduit l'effort de coopération qui unit développeurs, autorités, communautés, sous-traitants et fournisseurs dans un profond engagement et un objectif commun. Tout cela a été résolu et le deuxième trimestre qui a commencé, il commence sur une bonne note. Et comme Marc Bristow l'a dit, notre cible de production pour cette année est de 610 000 onces que nous planifions atteindre d'ici la fin de l'année.
Quant au trimestre finissant, certes, l'entreprise n'a pas atteint toutes ses cibles. Les difficultés étaient liées aux opérations et quelques perturbations sociales qui ont ralenti les activités, mais l'avenir est prometteur. Désormais, il faudrait resserrer les calculs pour la santé de la société. Nous nous sommes fixés la barre, nous avons suffisamment resserré la ceinture. Nos coûts de production, nous essayons de les resserrer le plus possible. Et même dans nos projections, nous essayons aussi d'avoir des projections minimalistes, de telle sorte que même en cas de chute de cours, nous ne sommes pas très affectés comme les autres. Et c'est ce qui fait que nous continuons à tenir, non seulement au Congo, au Mali, en Côte d'Ivoire où nous sommes installés. Et aujourd'hui, la santé de la société au niveau africain se porte suffisamment au bon point. L'installation de la société est appréciée localement. Son apport social dans le développement de la province n'est plus à démontrer. À l'époque, il fallait 2 semaines pour quitter Ouattara-Dourbe pour arriver à Aru. Ça plus ou moins 190 km. Mais aujourd'hui, on le fait à 2 heures. La société apporte dans le développement social, en ce qui concerne les écoles, la santé, les infrastructures de base. C'est ce que Kibali essaie de faire, sans oublier l'emploi. Cette évaluation en présence de la presse était l'occasion pour Kibali Gold Mining de rappeler son engagement à étendre sa présence et à augmenter son exploration de nouveaux sites. Un projet qui, à long terme, s'inscrit dans le développement de l'évolution continue de la République démocratique du Congo. On parle économie, l'importation de la farine de maïs de la Zambie et l'exportation de la farine de manioc de la RDC. Le sujet a été au cœur des échanges ce mardi entre une délégation ministérielle de la RDC conduite par le ministre de Mines, Martin Kabwelulu, accompagné de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Ngwej Nawej, qui était reçu par le président zambien, Patricia Ponzo. Les ministres congolais et zambiens étaient autour du président de la Zambie, Edgar Lungu. Au cœur du débat, résoudre le problème d'importation de la farine de maïs de la Zambie vers la RDC. Pour le président zambien, les 2 pays doivent développer un échange commercial fructueux des produits. Il s'agit de la farine de maïs en faveur de la RDC et le manioc en faveur de la Zambie. Une option saluée par le ministre congolais de l'Agriculture. Émile Mota a évoqué la surproduction du manioc en RDC qui va faciliter cette coopération. Du côté zambien, ils insistent sur le respect de la loi dans les échanges commerciaux. Les 2 parties ont également annoncé la mise sur pied d'une commission mixte nationale et provinciale afin de résoudre le problème. Notons par ailleurs que le ministre de Mines, chef de la délégation congolaise, a remis au président zambien le message de son homologue congolais. Et dans le Haut-Katanga, la solution du marché de maïs aliment de base de la population louchoise se reconforte. Les cantines populaires sont ouvertes à travers la ville. Le sac de maïs de 25 kg se vend présentement à 14 000 francs congolais. C'est la description de notre permanent dans la région, Jean-Jacques Lukumina. C'est un comptoir populaire ouvert au village Kachamata qui réjouit et soulage un peu la population. De 30 000 francs congolais, le prix des sacs de farine de maïs, il retombe à 14 500 francs congolais. Cette farine provient de la ferme du président de la République, Joseph Kabila. Venant de presque partout, la population des environs de la ville de Lubumbashi, premier bénéficiaire de ces gestes du président de la République, loue cette initiative et espère voir les prix descendre jusqu'à 9 000 et 12 000, son prix d'avant hausse. Avec cet acte visible et palpable, les Luchois sont contents et ont l'espoir de voir dans les jours prochains la page sombre tournée du haut galopant de la farine de maïs. Car progressivement, les choses commencent à rentrer à leur place et chacun peut se procurer à moindre frais son sac de farine. Ceci grâce aux orientations données par les chefs de l'État à travers la commission ministérielle en cours de séjour dans la province du Haut-Katanga. D'une province à une autre, la ville de Kananga fait face à une flambée de prix des produits de première nécessité. Depuis quelques jours, tout est parti de la dépréciation de la monnaie nationale sur le marché. Un dollar américain se change actuellement à 970 francs congolais au lieu de 920 francs. Une situation décriée par les consommateurs des cartes prépayées. Sola Ntumba.
Les consommateurs de cartes prépayées de la ville de Kananga dénoncent la hausse des prix des unités. En effet, 1000 unités qui se vendaient il y a soupé à 8600 francs congolais se négocient actuellement à 9200 francs sur les détenteurs de shops et autres cabines publiques. La victime explique la situation. Il est très difficile de se procurer 10 unités. On a constaté ça avec 100 unités, on l'achète aujourd'hui à 1200 francs sur la ville. Ça complique aussi la communication. Pour nous les consommateurs, vraiment, c'est déjà... On est dans les difficultés pour communiquer. On était déjà habitué à un 100 francs, à un 200, à 300, mais aller jusqu'à 1000, à 700, on ajoute 100, on ajoute 50, c'est déjà des complications pour nous les consommateurs. Selon un économiste de formation interrogé à ce sujet, cette situation s'explique aux raretés de billets de la monnaie étrangère sur le marché. Le problème de la stabilité ou instabilité monétaire, c'est un problème complexe. Évidemment, lorsque la monnaie fait un effort pour changer, là nous sommes en train de parler en termes du changement du taux d'échange. Il faut mettre en tête que le grand problème est d'établir les rapports qui doivent exister entre deux monnaies. Ces rapports se font en termes de masse monétaire en circulation. Lorsqu'il y a une masse monétaire qui va primer sur une autre monnaie, rassurez-vous, la monnaie qui va être rare sur le marché va devenir chère. Et lorsqu'il y a une monnaie qui devient abondante par rapport à une autre sur le marché, c'est celle qui est abondante qui va perdre sa valeur et celle qui est rare va avoir de la valeur. J'ajoute que cette situation a occasionné même la hausse des prix vivriers. Par exemple, la mesurette de sucre qui s'est négociée aussi à 1000 francs congolais est vendue actuellement à 1300. Même chose pour un supat des rues qui est vendu actuellement à 1300 francs congolais au lieu de 900 francs congolais habituels. Direction Nord Kivu, l'armée rwandaise a bel et bien été en territoire congolais. L'affirmation est du directeur de la presse de la 34e région militaire des FARDC, le capitaine Guillaume Ndjike, a présenté mardi à la presse les résultats de l'enquête de la délégation de l'armée effectuée dans les localités de Kabagana 1 et 2. Cette même source indique aussi que les FARDC sont psychologiquement bien armés pour toute éventuelle attaque. On l'écoute. L'armée rwandaise a bel et bien été en territoire congolais. Je viens de vous le dire. La population aussi vient de vous le dire. Les Rwanda Defense Force sont passés par la borne 123. Nous sommes dans la localité de Kabagana, en groupement de Buumba, territoire de Nyiragongo. Eh bien pourquoi? Parce que l'armée rwandaise est passée par cette borne 123 et l'a pénétré à l'intérieur du territoire congolais jusqu'au-delà de 1 km pour aller par après ressortir à la borne 120. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont là. Elles ont pour mission non seulement de sécuriser l'intégrité territoriale, mais aussi de protéger notre population. Et ça, nous le ferons. Pour ça, nous rassurons notre population qu'elle garde son calme parce que l'armée est là pour ça. Énième bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo. 11 éléments maïmaï tués et d'autres capturés. C'est le bilan des affrontements ce mardi entre FARDC et maïmaï en localité de Biakato en chefferie Babila Babombi en province de l'Ituri. Bilan livré par l'armée congolaise 48 heures après l'attaque. C'est ce mercredi. Ces 7 autres assaillants ont été capturés. L'on constate également la reprise des activités. Jean-Claude Kazembe Moussonda, le gouverneur élu du Haut-Katanga, entouré son vice-gouverneur Bijou Mouchitoukat et plusieurs cadres de la MP, a été face à la presse nationale qu'internationale. Pour Jean-Claude Kazembe, il a un sentiment de joie puisqu'étant soutenu par le chef de l'État du début à la fin et pour avoir accepté qu'il soit le candidat de la majorité. Et la majorité vient de démontrer que le chef de l'État est toujours populaire dans le Haut-Katanga et dans l'ex-Grand Katanga. Pour Jean-Claude Kazembe, il sent un sentiment de responsabilité d'être élu premier gouverneur du Haut-Katanga. Cela n'est pas une fête, bien qu'il y a la joie. Il sent le poids de la responsabilité face aux défis à relever sur le plan économique, des infrastructures éducationnelles et autres. Pour Jean-Claude Kazembe, la population du Haut-Katanga a besoin qu'un vent nouveau puisse souffler dans la province. Mais pour lui, il compte sur le capital humain pour travailler et relever tous les défis auxquels il fera face. Et puis, cette bonne nouvelle pour les habitants du Haut-Katanga. Bientôt, un centre orthopédique verra le jour dans cette province, dont la concession de l'Institut national de sécurité sociale. En visite sur ce site, le ministre de la Santé publique a annoncé la construction de cet hôpital qui va desservir toute la population des communes annexes de la dite province.
Sur cet espace sera érigé dans le tout prochain mois un hôpital moderne d'une capacité de 200 lits, 4 salles d'opération et des services connexes. Dans cet espace, situé sur la route Kasenga dans la commune annexe de Lubumbashi, sera également construit un centre orthopédique. Le ministre de la Santé publique, en mission de travail dans la province du Haut-Katanga, a visité ce site, accompagné du directeur de l'INSS Katanga 1. Une visite de terrain à laquelle a également pris part le directeur de la Régie des eaux et celui de la SNEL en vue d'étudier les mécanismes d'adduction d'eau potable et d'installation du courant électrique. Nous devons souligner que c'est un grand honneur pour nous ce jour de recevoir son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Et cela prouve à suffisance qu'il s'agit d'un projet qui va au-delà de la tutelle de l'INSS. C'est un projet qui se gère dans le cadre interministériel et le gouvernement en fait sa préoccupation. Et quand on sait que la province du Katanga, de manière particulière, a beaucoup d'ouvriers qui œuvrent dans les secteurs miniers. Qui dit œuvrer dans les secteurs miniers, ça signifie qu'il faut des prédispositions, notamment l'existence d'un centre orthopédique pour répondre à un certain nombre de soucis liés aux accidents de travail et aux maladies. Les travaux de construction de cet édifice vont durer 14 mois. Ce complexe hospitalier permettra à l'INSS de prendre correctement en charge les victimes des accidents professionnels. Nous allons nous séparer avec ce fait récurrent dans la ville que vous avez certainement constaté aussi. Le choix et le volume de la musique à bord des véhicules de transport en commun divise les conducteurs et passagers. Nos reporters sur terrain ont constaté que cette situation démontre qu'on est loin d'une option qui contenterait tout le monde. Judith Kosso et Julie Sifou. La musique censée adoucir les mœurs semble plutôt taper sur les nerfs d'un grand nombre d'usagers des transports en commun. Conducteurs de taxi, dans la plupart des cas, entrent en conflit avec les passagers sur la préférence et le style de musique. Le volume semble surtout être la pomme des discordes. C'est vrai que la musique adoucit les mœurs, mais un chauffeur bien éduqué ne peut pas aussi indisposer ses clients avec un volume excessif. Le volume de la musique dans un taxi dépend aussi des clients à bord. Certains l'apprécieraient, d'autres par contre seraient indisposés. Il faut toujours se comporter de manière à ne pas gêner les autres. Cela vaut la peine même lorsque vous voulez vous détendre à la maison. Le choix de la musique ne faisant pas l'objet de concessions pose aussi problème. La musique à bord des taxis dépend des conducteurs, à moins que cette musique débite des insanités. Que ce soit la musique chrétienne ou autre, on écoute sans problème. Tout dépend des clients que tu transportes. Ils te demandent de balancer la musique qui leur convient. Au cas contraire, ils te demandent de mettre les informations. Évidemment, cette musique nous dérange, mais d'autres nous édifient comme la musique chrétienne. Lorsque le volume est augmenté, on demande de baisser. Certains exhortent à opter pour une musique pouvant satisfaire les clients à bord et non celle qui agace. Certes, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais une musique douce, peut-être instrumentale, détendrait le mieux. Fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis.